Alors, c'est parti. Déjà, vous dire au menu de ce qu'on vous propose ce soir. Au-delà du petit sondage auquel vous pouvez toujours prendre le temps de répondre, on aimerait vous dire un mot sur pourquoi et comment est née cette démarche, comment aujourd'hui elle se structure, euh, vous donner des éléments sur les premières concrétisations depuis, on va dire, 1 an que cette décision, notamment de la nature actionnaire, est opérationnelle. Et puis, quelle suite on voudrait donner après cette première année, évidemment au niveau de Norcis, mais au-delà de Norcis, puisque celles et ceux qui sont présents ce soir, sans doute, ont vu passer des éléments qui montrent à quel point on a l'intention de faire vivre ce sujet au-delà de Norcis, d'autant que cette cause que l'on défend nous dépasse, et dépasse largement l'échelle d'une seule et même entreprise, dépasse même le monde économique, et il était évident qu'il faudra une mobilisation très large pour qu'on réussisse à mieux préserver la nature, d'aucuns diront le vivant. Je remets une dernière fois le lien du sondage, tu t'en occupes. Ok. Tout ça sous le haut patronage de ce qui est devenu une mascotte, un peu malgré nous, je dois dire. Cet ours polaire qui a été imaginé il y a 3 ans pour une autre raison, mais qui a tellement trouvé écho chez celles et ceux qui nous suivent, et notamment pour, de façon, on va dire, un peu amusante, essayer de créer des points d'accroche visuels sur la démarche. Ce Paul R, notre ours polaire, voilà, qui est devenu notre mascotte, que je remets comme voilà, regard toujours important sur les travaux que l'on mène, parce qu'on le fait pour lui et pour les autres espèces vivantes que l'on essaie de préserver. Et il a plus de cheveux que nous, accessoirement. C'est important. J'allais dire qu'au jeu des poils, je me défends pas mal, mais je m'arrêterai là. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Déjà, pour vous dire rapidement un mot sur euh, d'où vient cette démarche. Elle vient d'un historique relativement riche sur le questionnement d'une entreprise, euh, sur ses impacts environnementaux, qui ont démarré, comme pour beaucoup, sur le carbone, mais il y a un certain temps, je devrais dire même il y a longtemps, puisqu'en 2007, Norcis réalisait un premier bilan carbone, ce qui était plutôt pionnier et sans doute encore plus au regard de notre activité. Norcis est une entreprise qui conçoit des systèmes d'information sur mesure pour des acteurs dans la santé, dans la transition écologique, dans le retail, dans les services au sens large, et donc un métier qui historiquement n'est que peu à l'écoute et sensible de ce qu'il fait. Euh, il fallait qu'il y ait un problème. On va se reconnecter autrement. On avait prévu une solution de secours. Est-ce que vous nous voyez bien? C'est bon, ça y est, excellent. Bon, du coup, Ouais, ce sera un peu c'est moins bien. pro Mais ça va le temps revenir, ça va que revenir. Thomas relance les choses. Donc, tu nous parlais du modèle de perma-entreprise et de Alors, l'engagement de Norcis depuis 2007 sur la question du carbone, avec un bilan carbone donc, depuis bientôt 20 ans, qui a donné suite dans les années 2020 au développement d'un modèle nouveau qui est la perma-entreprise et qui se fonde. J'essaye de voir si c'est comme une interrogation écrite, si j'ai bien retenu ma leçon, sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est prendre soin des humains. Le deuxième pilier, c'est prendre soin de la planète, évidemment. Et le troisième pilier, c'est se fixer des limites, et notamment se fixer des limites en termes de redistribution, euh, enfin, de partage des richesses. de partage des richesses, en tout cas, pas seulement au bénéfice de l'actionnaire, mais aussi redistribuer les richesses au bénéfice des parties prenantes, dont les salariés, mais aussi les parties prenantes du territoire où agit l'entreprise. Voilà dans les grandes lignes le modèle PERMA. Tu veux continuer? L'objectif ici, c'était aussi et surtout de pouvoir vous dire que... Ah, ça y est. Nous dire, voilà, excusez-moi pour le problème de retransmission, et normalement, tout revient correctement. C'est bon.
Vous dire ici surtout que la société de services que nous sommes, bien que très sensible aux questions carbone depuis 2007, avait encore trop peu adressé euh, un autre sujet qui est beaucoup plus largement la meilleure compréhension de ses impacts et dépendances sur le vivant, sur les écosystèmes naturels, ce qui globalement, même encore aujourd'hui dans le secteur du numérique, est peu présent. Et ça, c'est le modèle PERMA qui nous y a invités, parce que ce modèle est intégralement basé sur l'inspiration du vivant. Et c'est ainsi que nous commençons à questionner et à innover dans nos process, dans nos outils, dans nos actions et dans notre gouvernance en ayant une meilleure intégration de la question du vivant. Et puis en 2024, une rencontre a lieu entre un entrepreneur qui est le fondateur de Norcis, Sylvain Brezard, et France, lors d'une conférence où Sylvain découvre notamment ton travail, France, que tu présenteras succinctement ensuite, et en se disant, est-ce qu'on ne tiendrait pas là un nouveau potentiel d'innovation sur la gouvernance de l'entreprise en cherchant des mécaniques pour faire représenter la nature dans des instances différentes, et vous allez voir comment on l'a fait ensuite chez Norcis. Voilà ce qui a provoqué, je dirais, la naissance de ce dispositif de gouvernance jusqu'à l'intégration de la nature dans le conseil d'administration en tant qu'actionnaire. Et donc là, on va vous présenter un peu plus en détail ces différentes briques que constitue le modèle de gouvernance de Norcis aujourd'hui. Alors, je vais prendre la relève quelques minutes pour rappeler les fondamentaux. Si vous n'avez pas lu le rapport Dirigé avec la nature qui a été publié, c'est le moment de bien ouvrir vos oreilles. Dans ce rapport, on dit d'emblée que le secteur du numérique impose un lourd tribut, un très lourd tribut, devrais-je dire, à la planète. Autrement dit, c'est un rapport où on fait un travail honnête. On ne va pas prétendre que Norcis soit une entreprise régénérative, par exemple. Non, on sait que le numérique impose un lourd tribut à la planète et tout l'enjeu de cette gouvernance, ça va être de se dire bah, comment on allège un petit peu ce tribut et ce qui vaut chez Norcis vaut ailleurs. Ça vaut pour la plupart des entreprises de notre planète qui abîment les écosystèmes. Il faut voilà, réduire cette empreinte. Alors, concrètement, le travail, si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Euh, Ce travail qu'on met en place, cette gouvernance qu'on met en place est une approche qui n'est pas fondée sur des croyances, qui n'est pas fondée sur des intuitions, qui est fondée sur la science. Et ça, c'est important de le préciser d'emblée, c'est que avoir la nature dans sa gouvernance, c'est un travail qui commence par définir la nature. Certains qui participent à ce webinaire en écoute le savent aussi bien que moi. Il faut savoir ce qu'on représente avant de le représenter. Il faut savoir au nom de quoi on prend la parole. Et donc, c'est un travail qui nous a pris environ un mois et demi chez Norcis, où on a réfléchi en atelier avec les dirigeants pour savoir quelle était la bonne définition de la nature que l'on souhaitait adopter. On est passé par l'étape de l'anthropologie, évidemment, avec les différentes philosophies de la nature de Philippe Descola, et atterrissage sur une approche fondée sur la science et plus précisément les 9 limites planétaires. Donc ce sont les limites planétaires que l'on représente. Je précise par ailleurs que derrière, ça donne lieu à trois scénarios différents qui sont explorés pour ceux qui seraient fans du sujet dans mon livre La nature au travail, mais ce sont aussi trois scénarios, vous l'aurez peut-être vu passer, qui ont fait récemment de notre part l'objet d'une proposition de loi qui a été déposée et qui fera l'objet d'ailleurs d'une table ronde la semaine prochaine, le 1er avril, non ce n'est pas une blague, à l'Assemblée nationale. Alors, ces scénarios, lesquels sont-ils? Ils sont au nombre de trois. Un premier scénario qui consiste à avoir une nature actionnaire. C'est important parce que, comme le dit généralement Thomas, l'actionnaire, c'est la seule partie prenante qu'on ne peut pas virer dans l'entreprise. On peut se débarrasser de toutes les autres parties prenantes, on peut déménager, on peut se séparer des effectifs, mais à aucun moment on ne peut virer un actionnaire. Et donc, on voulait vraiment donner un poids important à la voix de la nature par ce canal nature actionnaire.
qui se traduit ensuite, évidemment, pas seulement dans la structure du capital, mais qui se traduit aussi parce que nous sommes une SAS, hein, nous ne sommes pas une société du CAC 40, cela se traduit dans la composition du conseil d'administration, avec un représentant de la nature, votre serviteur qui vous parle actuellement, qui dispose d'un droit de vote, mais vous le savez sans doute aussi d'un droit de veto. Je ne m'attarde pas sur le sujet. Mais ça, c'est jamais qu'un scénario sur trois. Le scénario suivant, c'est de dire bah, la nature, c'est bien qu'elle soit dans les hautes sphères de décision de l'entreprise, mais il faut aussi qu'elle soit partie prenante, au fond, sur le terrain, d'un certain nombre de processus décisionnels, parfois plus opérationnels. Et c'est cette deuxième brique qui nous a amené à constituer un haut conseil pour la nature, dont on va vous présenter. Pas tout de suite, pas tout de suite. Pas tout de suite, pas tout de suite. La composition dans un instant, et qui, c'est important, a aussi pour mission de constituer une forme de conseil scientifique, de conseil d'experts qui ensuite va soutenir le représentant de la nature au conseil d'administration, le soutenir de façon à ce qu'il n'use pas ou n'abuse pas, devrais-je dire, de son droit de vote et de veto n'importe comment. Représenter la nature, pour moi, c'est une erreur magistrale que de confier ce job à une seule personne, et donc il nous a tenu à cœur de constituer ce conseil. Et puis le troisième et dernier scénario sur lequel on reviendra un peu plus en détail tout à l'heure, qui consiste à penser la nature comme un salarié ou à minima comme un syndiqué, c'est-à-dire utiliser le canal syndical pour représenter les intérêts de la nature. France, je t'ai proposé de pas avancer tout de suite parce que je te propose d'avoir un focus donc sur la nature actionnaire. Dans les questions qui sont remontées, il y a des questions sur ton rôle au sein du conseil d'administration, l'activation ou non du droit de veto, ce que tu juges être une potentielle influence sur l'agenda et sur les débats qui peuvent avoir lieu en conseil d'administration, les décisions stratégiques qui peuvent être prises. Je te propose de faire ce focus-là maintenant. Ok. Et ensuite, je parlerai des deux autres dispositifs. Très bien, merci pour vos questions. Tu vas me les rappeler au fil de l'eau si tu veux. Donc, quel est mon rôle? Bah, c'est le rôle d'un administrateur, c'est-à-dire un administrateur, il n'a pas vocation à gérer l'entreprise dans son détail ou dans son quotidien. Le rôle d'un administrateur, il est généralement de deux types. Il est un, de fixer la stratégie. Un, vous nous entendez toujours? Oui, Ok, d'accord, parce que l'image a bugué, semble-t-il. Merci. Donc, fixer la stratégie, c'est le premier rôle d'un administrateur. Quand je dis stratégie, c'est le développement de l'entreprise et ses grands engagements sur une durée sur le long terme. C'est pas sur le quotidien. Et le deuxième rôle d'un administrateur, il est plutôt de s'intéresser à la question, au contrôle, c'est-à-dire de contrôler que les orientations stratégiques de l'entreprise soient bien mises en œuvre, mais c'est aussi de contrôler la légalité de tout un tas de choses, hein, la légalité des comptes, la légalité des opérations. Donc, mon rôle, il est vraiment sur ces deux registres, sauf que je représente la nature. Donc, je ne fixe pas la stratégie financière, je fixe la stratégie écologique. Et ensuite, je viens plutôt m'intéresser et me contrôler en quelque sorte la bonne mise en œuvre de la stratégie écologique. L'orientation des discussions, l'agenda du conseil d'administration, d'éventuelles discussions stratégiques qui ont eu lieu depuis que tu représentes la nature au CA. Il y a un an, on a fait 2 conseils d'administration, le troisième d'ailleurs la semaine prochaine. Ouais. Alors, pour rentrer dans le détail et donner un peu plus de concret, si c'est ça la demande, l'un des premiers gros enjeux était de repartir de cette fameuse définition de la nature que je vous ai présentée, 9 limites planétaires, et de se dire, bah, c'est bien, chez Norcis, on a un bilan carbone, mais il nous faut maintenant un bilan sur les 9 limites planétaires. Donc, on a cherché à appeler tous nos interlocuteurs et nos contacts en France et en Angleterre. On n'a rien trouvé, on a fini par appeler Stockholm pour avancer sur un diagnostic 9 limites planétaires, ce qui n'existe pas jusqu'à présent. Dans les sociétés de services, il en existe sur d'autres secteurs d'activité Oui. beaucoup plus extractifs ou polluants que celui Ça. qui nous concerne, en tout cas une activité de service. Exactement. Donc ça, c'est un exemple. Et c'est ce point de diagnostic, ce 9 limites planétaires, en fait, a déporté notre attention sur non pas les activités de Norcis in situ, mais sur la supply chain de Norcis. C'est là, et c'est pas juste pour Norcis, c'est pour toute entreprise du numérique.
On vient de vous perdre à nouveau. Le son est coupé. Micro est coupé. Micro coupé. Donc je reprends la relève avec mon ordinateur revient. comme tout à l'heure. Donc on s'est intéressé à la question de la supply chain et on en est là aujourd'hui, de se dire maintenant on sait quel est l'impact du numérique et on y reviendra tout à l'heure, c'est un point de sensibilisation qu'on voulait vous partager. On sait quel est l'impact du numérique au regard des 9 limites planétaires et donc de se poser la question de comment on fait évoluer et l'amont de notre supply chain, les fournisseurs notamment, et l'aval de notre supply chain, c'est-à-dire le portefeuille de projets de l'entreprise, de façon à être moins nocif, à imposer un tribut moindre à la planète. France, je vais rapidement compléter sur le conseil d'administration, puisque donc pour pouvoir mettre en place ce dispositif, nous avions décidé il y a 3 ans, et ce n'était pas une décision liée, on n'avait pas anticipé cela, décidé il y a 3 ans de faire une donation d'une partie du capital de Norcis, donc en l'occurrence de 10% du capital, de faire une dotation de 10% du capital de l'entreprise à un fonds de dotation actionnaire, ce qui a permis de créer ce siège au conseil d'administration pour une personne morale, et en l'occurrence que tu représentes avec un pacte d'actionnaires. Ça, c'est évidemment un dispositif qui nécessite des choix qui sont pas forcément communs dans le monde économique et qui étaient néanmoins nécessaires pour pouvoir mettre en place ce dispositif. Ajouter aussi, parce que j'ai plaisir à t'entendre dire nous, ce qui montre à quel point aujourd'hui tu es engagé dans ce projet qu'on a décidé de mettre en place. Néanmoins, tu es indépendant, non rémunéré à ce titre pour pas créer de biais et de pas voir ce qui apparaît comme étant un pouvoir important avec le droit de veto être biaisé par une dépendance économique dans le cadre du dispositif. Et ça, pour moi, c'était hyper important qu'on le mette en place. Et ça se vérifie aussi d'ailleurs dans l'autre dispositif qui est celui de la nature partie prenante. Aucun représentant, aucune représentante de la nature chez Norcis n'est rémunéré pour ce rôle. Il y aurait un trop fort risque de biais de l'influence et de la sincérité, de l'intégrité, je dirais, de l'influence qui essaie d'être mise en place s'il y avait cette relation financière entre nous. Ce fonds de dotation s'appelle l'Institut du Perma numérique, c'est la famille dont je fais partie qui a décidé de se destituer de 10% du capital de l'entreprise pour en faire don à cette fondation actionnaire qu'on a appelée Institut du Perma numérique et qui a permis la mise en place d'un pacte d'actionnaires avec des prérogatives de représentation de la nature et ce droit de veto qui peut être ajouté dans la pratique me concernant est en fait un formidable outil pour mettre en place ce qu'on pourrait appeler un devoir de consensus entre France et le reste des membres. Son droit de veto a de facto installé une vraie légitimité et un poids important en tant que nouveau membre du conseil d'administration. Aucun autre membre n'a de droit de veto d'ailleurs sur d'autres sujets. En revanche, en termes de conduite du changement sur des sujets stratégiques, activer ce droit de veto très vite aurait pu créer une forme de rupture qui aurait probablement pas servi la cause. Et donc, on discute beaucoup avec France, et pas que moi, pour que lors des discussions qui ont lieu, par exemple, dans le cadre du conseil d'administration, ces discussions puissent se faire dans une forme de confiance plutôt que de défiance. C'est pour ça que je parle d'un devoir de consensus qui se concrétise à travers ce droit de veto. Je vais repartager l'écran pour avancer donc sur la deuxième brique de notre dispositif et j'arrête le mode incrusté parce que ça déconne. Voilà, aujourd'hui, la composition d'équipe en quelque sorte, même si elle évolue un petit peu après cette première année, principalement pour des contraintes d'agenda, le collectif que nous avions réussi à constituer l'année dernière avec France, ça répondra sans doute à certaines questions que j'ai vues poser autour de comment on les choisit, quel type de compétences, quel rôle ces personnes jouent. Le message que je voudrais vous faire passer là, c'est que pour moi, c'est au-delà du caractère qui marque les esprits, je dirais, de ce choix de se destituer du capital, d'avoir la nature actionnaire, peut-être que l'idée la plus potentiellement réplicable à l'avenir se trouve ici. Et moi, je suis très heureux de cette deuxième brique qu'on a imaginée, qui est à la fois donc d'avoir une nature partie prenante, c'est issu des travaux de France, avec une représentation protéiforme, avec une biodiversité, je dirais, de représentation, dans d'autres instances de l'entreprise qui peuvent être des instances plus opérationnelles, qui se retrouvent plus régulièrement, qui sont plus en prise directe avec la réalité de nos métiers, avec nos effectifs, avec les salariés. Ça, pour moi, c'était essentiel. Mais en fait, il y a une deuxième bonne idée derrière, c'est
enfin, c'est pas arrogant, hein, je ne veux pas paraître arrogant, mais pour moi, c'est une belle idée en tout cas, c'est de se dire que ces personnalités qui représentent la nature dans d'autres instances, un comité de mission, j'avais vu une question sur la société à mission et nous en sommes une, il y a eu une représentation au sein du comité de mission, au sein de notre conseil éthique, au sein de notre CSE, bien sûr, pour prendre quelques exemples, mais euh, il y avait l'envie de faire en sorte que ces nouvelles représentations ne se retrouvent pas isolées dans leurs instances respectives, mais qu'on puisse les réunir ensemble dans une instance dédiée pour partager sur nos expériences, jusqu'où je peux aller dans une forme de posture d'opposition, jusqu'où je peux aller dans l'imposition d'une vision sur la considération du vivant vis-à-vis des collectifs avec lesquels je me retrouve, notamment en tant qu'externe. Voilà, créer cet espace de dialogue et aussi faire en sorte que si il y avait des zones de fort risque, des manquements potentiels identifiés, il puisse y avoir, à travers ce dispositif, une remontée en conseil d'administration où le Haut Conseil pour la nature pourrait mandater France en tant qu'actionnaire pour imposer un sujet ou faire inscrire à l'agenda du conseil d'administration un sujet important. Donc vous voyez que ce dispositif, il a plein de vertus et il nous a permis d'aller chercher une personne qui contribue aux travaux du GIEC, une entrepreneuse dans l'environnement comme Lucie Bache, une Émilie. militante de la tech et du climat comme Louvel Green, une experte de la protection des écosystèmes naturels et de la biodiversité avec Émilie, qui a notamment aujourd'hui des engagements forts à Rainforest Alliance, ou Olivier Bouche, qui travaille beaucoup sur la robustesse des organisations. Voilà comment nous avons essayé de composer un collectif. Et puis un dernier membre qui est Christophe, qui est un membre salarié de Norcis, de notre pôle d'innovation, et qui est élu au CSE et qui donc joue ce rôle de représentant de la nature au sein du CSE-N, sur lequel je vais revenir ensuite. Sur lequel on va revenir dans un instant par rapport à quelques questions qui traînent, deux, trois compléments. Tout d'abord, rappeler à tous, Thomas l'a dit, mais je le redis avec plus d'importance, c'est que ce pas, il est accessible à toutes les entreprises sans transformer le capital, sans revoir le pacte d'actionnaires ou quoi que ce soit. Vous pouvez, par un comité de mission, par un comité interne, par un comité social et économique, très facilement introduire une représentation de la nature. Ça, c'est le premier point à noter. Comment ces personnes ont été recrutées? Elles ont été recrutées sur base d'une fiche de poste, figurez-vous, une fiche de poste qui dit, eh bien, nous attendons des représentants de la nature qu'ils maîtrisent les 9 limites planétaires, ou au moins une ou deux, parce que c'est rare, les experts des 9 limites planétaires. Nous attendons qu'elles aient une expérience sur tel et tel sujet. Et désormais, un point important, c'est que nous les formons. Nous avons lancé une formation qui permet en fait de renforcer la posture des uns et des autres parce que ce qu'on a constaté, c'est que c'est pas facile. C'est pas facile du jour au lendemain de se positionner en représentant de la nature et pas seulement en expert. Donc voilà pour et comme je vois que la question du veto revient régulièrement, on est d'accord, hein, Thomas, je Vas-y, pense vas-y. que donc la question du veto, elle n'a pas été utilisée, comme on l'a dit tout à l'heure. Elle porte sur la stratégie écologique. Je réponds à Louis Chavana précisément, mais elle porte aussi sur d'autres sujets stratégiques. Pas sur tout, mais sur un certain nombre de sujets. C'est inspiré du droit anglo-saxon, c'est ce qu'on appelle la Golden Share. C'est un droit de veto sur des sujets de cession, d'acquisition, de modification des statuts. Et c'est en réalité une pratique courante. Pas en France, mais c'est une pratique courante en Allemagne, en Scandinavie ou en Angleterre. Voilà, j'arrête là pour les compléments et je te rends la parole pour... Euh, Ouais, bah, pour parler du CSEN, mais finir de parler du sujet, parce qu'il y a des questions notamment sur le budget et sur le fait qu'il soit 100% dédié à Norcis. Oui, au Conseil avait pour objectif en 2025 de se réunir à hauteur de 2 journées complètes dans l'année qu'on a un petit peu découpé en fonction de l'agenda, n'avait pas de budget dédié à son fonctionnement, mais avait en revanche la possibilité de s'appuyer sur des poches budgétaires qu'on décide au niveau de la direction du groupe Nord6 dont je fais partie, pour financer des travaux et des projets. Ça, c'est évident. Ce que nous avons essayé de faire, et c'est ce qu'on a voulu montrer notamment dans le rapport, c'est qu'on avait pu, malgré tout, avec des moyens limités, travailler sur la schématisation de notre chaîne de valeur, et on va essayer d'avancer, France, sinon on va dérailler, de bien explorer nos impacts et dépendances et de commencer à financer des projets
soit de réduction de notre pression sur les ressources naturelles, soit de projets d'une certaine envergure en dehors de Nord-6 qui visent à préserver ou restaurer des écosystèmes naturels. J'avance sur le troisième dispositif, qui est donc la nature des salariés. Et donc, cela passe par la nomination de Christophe, qui est élu enfin, délégué au sein du CSE en tant que représentant de la nature, mais c'est aussi passé par une réécriture des accords du dialogue social, qui s'appelle l'accord de permadialogue, et qui se trouve en plus ne pas avoir été fait en silo uniquement chez Nord6, mais a été travaillé notamment avec la CFDT et une de ses fédérations, celle notamment qui porte le réseau des Sentinelles Vertes, pour qu'à terme, ces accords puissent prendre vie bien au-delà de Nord6. On souhaite, par cette expérimentation, avoir une influence positive bien au-delà de Nord6, et donc ces accords portent notamment, en s'appuyant sur les trois grands principes éthiques indissociables du modèle PERMA, sur des thématiques évidemment à finalité sociale, mais aussi environnementale. Et aujourd'hui, dans le CSE chez Nord6, il y a des prérogatives et des responsabilités en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en matière de considération de la biodiversité et de la nature plus largement. Donc non seulement il y a un représentant, mais aussi des accords qui invitent vivement le CSE Nature à se saisir de nouvelles thématiques et de prendre des décisions qui vont concerner et mobiliser beaucoup plus largement beaucoup de salariés chez Nord6. Voilà comment nous avons essayé de donner vie aux trois grandes briques que propose Franz dans son livre et qui font qu'on a une démarche aujourd'hui qui est à la fois qui porte sur des organes stratégiques, on pourrait même dire souverains comme un conseil d'administration, et qui ruisselle progressivement vers une plus large considération partout dans l'entreprise jusqu'aux salariés. Voilà comment on a essayé de donner vie du mieux possible, je dirais, à ces travaux. Euh, les trajectoires de Nord6, elles sont définies notamment par toute une stratégie qui a été pensée, conçue sur la base du modèle PERMA. Nous avons même écrit un bouquin avec une méthodologie d'ailleurs pour le répliquer. Et, voilà, je sais qu'il y a 15 000 exemplaires qui ont été vendus depuis 2021, des centaines d'organisations qui s'en sont inspirées. Donc on a écrit un projet à 2 ans et tous les 2 ans, il est audité, on sonde les salariés, les clients, les parties prenantes, on consolide les résultats et avec une cinquantaine de salariés, on réécrit une feuille de route à 2 ans. Et donc, c'est une démarche très, je dirais, collégiale. Et depuis que nous avons mis en place cette démarche, eh bien, il y a voix au chapitre pour le Haut Conseil et par la voix de France au Conseil d'administration pour que dans ces feuilles de route à 2 ans, il y ait évidemment des dimensions autour de la nature et de la réduction de nos impacts, de la considération des limites planétaires. Par rapport à la dernière question qui a été posée sur la trajectoire et la question des KPI, c'est là toute la difficulté. C'est pour ça qu'on travaille, comme l'affiche bien cette nouvelle slide, avec le Stockholm Resilience Center. C'est qu'aujourd'hui, nous manquons, en tant qu'acteur économique comme un autre, d'outils pour monitorer, si vous voulez, notre impact sur les 9 limites planétaires au quotidien. Donc, c'est tout l'enjeu du travail qu'on fait avec le Stockholm Resilience Center. Bon, j'essaie aussi de prendre quelques questions à la volée, mais pour se garder un espace-temps de discussion, vous dire que, puisque Franz l'a dit, il n'y avait pas de méthodologie issue des travaux du Stockholm Resilience Center à l'origine du concept des limites planétaires sur les activités de service, nous avons essayé de travailler avec eux, avec des acteurs, comme vous le voyez, de référence, hein, en discutant, en leur exposant notre volonté et en ayant très franchement un accueil formidable pour une entreprise privée, mais en comprenant bien la sincérité de la démarche qui était la nôtre à travers cette nature actionnaire avec un droit de veto et une grande confiance qui a pu s'installer. Et grâce à tous ces échanges, on a pu essayer d'imaginer, d'avancer selon des modalités qui se sont voulues relativement sobres. On n'a pas engagé des budgets colossaux pour réussir à faire cela, pour réussir à schématiser ou à commencer à schématiser une chaîne de valeur, puisqu'il y avait une question. Bon, voilà, on peut vous montrer un extrait de ce qui est mis dans le rapport. On a notamment travaillé avec le cabinet Odyssée, que l'on connaît bien, pour essayer d'arriver à cette schématisation, mais surtout à se dire quelle est la matérialité des impacts pour Nord6 et de la matérialité des impacts sur les services écosystémiques de notre chaîne de valeur. Prendre conscience qu'il y a des espaces sur lesquels on a très peu de capacité d'action et d'influence, mais qui sont considérablement impactants. Donc, il faut quand même qu'on essaie de trouver des solutions. Et typiquement, bah, ça va passer par
des innovations sur la façon de consommer des infrastructures et des devices, puisque c'est là que les impacts sont considérables. Les extractions de minerais de terres rares dans des pays souvent lointains, souvent en conflit, avec des chaînes de valeur qui sont très difficiles à remonter, mais on va essayer de trouver des solutions pour avoir un meilleur impact là-dessus, et puis pour l'allongement de la durée de vie des équipements. Peut-être dernière illustration, c'est après sur la façon de concevoir et de déployer des services numériques où on va essayer de faire notre part et j'en parle juste après. Je te laisse la parole là-dessus, France. Juste un petit mot pour dire que parce que ce qui s'affiche sur votre écran ne concerne pas que Norcis, c'est nous tous en tant que citoyens et consommateurs de numérique et c'est nous tous en tant qu'entreprises et consommatrices de numérique. En gros, les deux grands impacts au regard, toujours du prisme des limites planétaires, c'est un, l'eau et deux, les mines. Et de façon presque cocasse, au fond, c'est à la fois, nous avons, le numérique a un impact terrible sur le cycle de l'eau potable et en même temps, le numérique est ultra dépendant de ce cycle de l'eau potable pour faire tourner les mines, pour refroidir les data centers, etc., etc. Et c'est la même chose sur la question des mines. Mines qui produisent des métaux dont on est ultra dépendant et en même temps, mines qui ravagent des centaines d'hectares de terrain sans vous parler de la fin du cycle de vie des métaux rares sur les décharges. Et donc, si vous voulez, c'est à retenir, c'est ça, c'est en tant qu'acteur du numérique, eau potable et sol. Alors, Alors, on a regardé des outils comme Encore, notamment, bien sûr. Il y en a d'autres. On a regardé les plateformes produites, par exemple, par l'ORE et l'OFB, qui référencent un grand nombre d'outils que je vous recommande. Il y a un certain nombre d'outils qui parfois portent sur la nécessité d'avoir beaucoup de data, ce que nous n'avions pas. Et ce qui nous a beaucoup aidé, ça a été notamment de participer à un projet pilote porté par une start-up, enfin une entreprise aux Pays-Bas, qui conçoit un système d'IA générative relativement sobre. Et je dis cela parce qu'évidemment, on est sensible aux impacts de cette nouvelle technologie, mais qui est circonscrite à des questions de prise en compte et de meilleure considération des chaînes de valeur, des impacts sur le vivant. Et donc, on a pu réussir à récupérer de la data que nous n'avions pas, qu'a pu exploiter ensuite Odyssée. Et bon, voilà comment nous avons avancé. On a essayé de donner des détails sans aller trop loin dans notre rapport que vous pouvez récupérer et consulter librement ensuite si vous le souhaitez. Voilà ce qu'on pouvait vous dire à ce titre. quelqu'un demande s'il y a des fournisseurs, puisqu'on est toujours sur cette thématique des fournisseurs plus vertueux. C'est difficile de répondre de façon très positive à cette question. Sans doute, il y a des fournisseurs un petit peu moins toxiques pour la planète que d'autres. En fait, ce sont surtout des usages plus vertueux qui existent. Et c'est ça le cœur de la stratégie que nous avons à court terme. Alors, on essaye tout de même d'acheter davantage de seconde main, mais on a des difficultés parfois avec des équipements qui arrivent pas opérationnels et donc ça pose des difficultés, même si on essaye de trouver des partenaires avec qui on arrive à bien travailler, des démarches d'allongement de la durée de vie, de meilleure maintenabilité des équipements. On teste un tout premier PC modulaire là pour voir, mais bon, il coûte 2 fois plus cher, donc s'il faut renouveler tout le parc, je vous fais pas un dessin, le surcoût est très important. Voilà, en tout cas, aujourd'hui on explore beaucoup plus toute la chaîne de valeur et des champs qu'on explorait trop peu, parce que maintenant on sait où il faut regarder. C'est ça la vraie nouveauté. Et puis par ailleurs, de concevoir par exemple la première plateforme libre d'accès sur la mesure et d'analyse de cycle de vie de services numériques, ce qui n'existait pas en tout cas de façon libre d'accès jusqu'à présent. Nous l'avons lancé l'an passé en ayant travaillé avec des acteurs comme Boavista pour ceux qui sont dans le numérique, avec l'ADEME, avec le soutien économique de la région Hauts-de-France notamment, pour proposer à tous les acteurs du numérique un outil qui fasse progresser l'ensemble de notre secteur. Nous avons déployé des formations sur l'esprit critique face à l'IA pour que face à une rupture technologique qui s'impose à nous et que nous devons mettre en œuvre d'une façon ou d'une autre, nous ayons les bons réflexes et notamment celui de se dire peut-être dans certains cas on peut faire sans IA, de concevoir une IA souveraine mais qui est hébergée chez nous sur des cas d'usage bien précis avec un modèle de langage sobre qui est coupé la nuit, vous voyez, pour essayer d'être aligné avec tout ce que l'on vous dit là, et puis de jouer d'une influence plus forte aussi vis-à-vis de nos clients à travers par exemple la labellisation et toute une feuille de route qui vient notamment questionner le type de projet que l'on réalise. Et aujourd'hui, je vous mets quelques exemples d'organisations avec lesquelles l'on travaille
dans nos projets métiers. Et vous voyez que parmi eux, il y a un certain nombre d'acteurs qui nous permettent de contribuer activement par nos métiers à une meilleure préservation, protection du vivant. Mais il y a aussi des projets qui sont moins directement enfin, la source de préservation. Et donc, on a par exemple une séance avec le Haut Conseil pour commencer à regarder l'ensemble du portefeuille de Nord6 et trouver des leviers pour que nous puissions jouer d'une meilleure influence et voir à l'avenir comment on peut faire évoluer tout cela pour que, dans la grande majorité, nos projets soient compatibles avec cette ambition. Et je terminerai comme ça, ensuite on peut prendre un temps d'échange en vous disant qu'il y a des acteurs d'intérêt général formidables que l'on essaie de soutenir et qui permettent de mettre euh, enfin, de mettre en ligne, de mettre à la connaissance du public et voire de mener des plaidoyers très actifs comme celui Dans mon eau, qui vise à permettre à n'importe qui dans notre pays de connaître quelle est la qualité de l'eau du robinet dans son bassin, dans son territoire, comme Data for Good, voilà, qui a travaillé sur les bons carbone, ou comme des acteurs qui vont permettre de réensauvager, de restaurer des espaces de biodiversité qui ont pu être dégradés, par exemple, par des décharges sauvages. On a, par exemple, financé en Bourgogne un projet de restauration qui a permis de couvrir l'équivalent de la superficie de l'ensemble des bureaux de Nord6, soit 7228 mètres carrés, et j'y tenais. L'ensemble des superficies de travail du groupe Nord6 a été en quelque sorte compensé par un projet de restauration de zones de biodiversité en recréant des mares pour les batraciens, etc. Bon, voilà, pour vous dire que sur l'ensemble du périmètre, de l'amont au très aval, on essaie d'avoir des actions pour faire notre part et enfin faire notre part au-delà en travaillant sur le projet de loi qui va être présenté dans une conférence le 1er avril à l'Assemblée, en menant des actions comme la création d'une formation sur le rôle d'administrateur nature que porte France, en essayant de prendre des moments comme cela pour partager avec ceux que ça intéresse des éléments très concrets sur ce que nous mettons en place pour que ça puisse prendre vie ailleurs, en écrivant un rapport et en le rendant public, ce qu'on n'avait pas du tout prévu de faire au départ. Voilà, ou peut-être demain aussi à travers un fonds de dotation dédié à la place de la nature dans la gouvernance des entreprises, pouvoir faire vivre cette dynamique-là au-delà de Nord6. Voilà ce qui nous fait en partie lever le matin, Franz. Ouais, Je pense pas trop me mouiller en disant ça. exactement. Voilà, donc n'hésitez pas. Je vois que j'ai noté deux, trois questions qui. Alors, quelqu'un qui a raté une information. Les trois briques, je les rappelle, c'est actionnaire, c'est ensuite partie prenante dans différents comités, et puis c'est en fait une nature salariée. Quelqu'un posait la question tout à l'heure de la rémunération, du budget accordé. En fait, effectivement, il y a un sujet de gestion, et j'ai envie de dire d'un risque de conflit d'intérêts. Et donc, du coup, c'est tout l'enjeu de ce qu'a dit Thomas tout à la fin, cette structure d'intérêt général que l'on vient de créer, qui s'appelle vVoices, vvoices.org, et qui, en fait, s'appuie sur le mécénat, s'appuie sur la philanthropie pour former des administrateurs nature et ensuite les envoyer dans des comités de direction, des conseils d'administration, en évitant ce fameux conflit d'intérêts. Voilà pour la question du budget. Je pense on peut peut-être prendre un temps de questions-réponses. Si moi j'en avais Euh, une au tout début dans celui-là. bon, j'ai une question sur les impacts carbone. Bon, il se trouve que le bilan de Nord6 en tant que tel est aujourd'hui, je dirais, de très bonne facture. On est à 1,3 tonnes de CO2 par salarié. Sur les 3 dernières années, le chiffre est très stabilisé. Donc, je pense on a atteint un niveau qui devient quasi incompressible en votant parfois collégialement à 50 de s'interdire l'avion au maximum, enfin, sauf cas de force majeure sur des vols intérieurs, mais très peu à l'international. On a une conscience collective qui est très forte sur le sujet, etc. Donc, en fait, le plus gros sujet, il est presque plus tant sur Nord6 que sur le type de projet que l'on réalise et qu'à l'avenir, tous les projets, quel que soit le secteur, peut-être nonobstant certains secteurs sur lesquels on ne souhaiterait pas aller, soit des projets qui contribuent à l'accélération de la transition écologique, à ce que le numérique serve à la transition de modèles d'affaires, par exemple dans le retail. Pour reprendre l'exemple d'un des secteurs historiques que l'on adresse, nous sommes nés dans les Hauts-de-France et on a des clients voilà, très, très puissants dans ce domaine-là avec lesquels nous travaillons. Bon, voilà ce que l'on souhaite faire. Et puis, d'identifier des projets qui nous permettent de rendre
notre société plus soutenable. Et ça, je le dis parce que, vous voyez, on a eu, par exemple, il y a quelque temps, des questions sur l'énergie, notamment quand il y a eu l'explosion des coûts de l'énergie. En matière de carbone, bon, en France, réduire nos consommations d'énergie, c'est très peu impactant en matière de CO2. Et les volumes budgétaires pour, par exemple, faire de la rénovation d'enveloppes thermiques de bâtiments étaient énormes. Et le ROI carbone, si je finance à la place de ça des projets à l'externe, par exemple, avec des acteurs qui accélèrent la transition agricole comme ceux que nous soutenons aujourd'hui. Je pourrais citer Agotera ou, par exemple, l'année dernière, on a aussi travaillé avec, on a dit tellement de choses que j'ai un petit trou de mémoire malheureusement et ils vont m'en vouloir si je ne retrouve pas le nom très vite. C'est pas grave. Avec Resoil, voilà, pardon, avec Resoil euh, ou avec Ecotree sur les forêts, des projets qui génèrent des ROI importants en matière carbone et biodive. Et donc parfois, je sais aussi de faire des choix et des arbitrages qui font que entre investir directement sur nos opérations ou en dehors peut être favorable au fait d'investir en dehors parce que je considère que depuis 20 ans maintenant, on fait notre job sur le carbone. Depuis 2, 3 ans, on essaie vraiment de faire notre job sur la nature et la biodive. Et donc, d'avoir un regard global me semble être voilà, intéressant. Je vois qu'il y a des questions sur Ouais. replay, slide, etc. Donc, c'est enregistré, on diffusera le replay. Les slides pourront être partagés. Je ne mettrai peut-être pas tout, mais dans leur grande majorité, c'est OK. Juste, je ferai un petit filtrage des diapos aussi pour faire honneur au temps que vous nous avez accordé. Alors, quelqu'un revient sur la question de la rémunération des administrateurs et j'aime bien cette question, même si on est en France et qu'il n'est pas toujours facile de parler d'argent. En fait, la difficulté, c'est que un administrateur indépendant, dixit le droit, il œuvre malgré son indépendance dans l'intérêt social de l'entreprise. Et quand on lit les codes de gouvernance du MEDEF ou de l'IFA, l'Institut français des administrateurs, il œuvre au fond, malgré ce que dit le droit, dans l'intérêt de l'actionnaire. L'administrateur nature que nous mettons en place chez Norcis et dans d'autres entreprises n'est pas là pour œuvrer dans l'intérêt de l'actionnaire. Donc c'est là toute la difficulté. On n'est pas exactement dans ce que prévoit le droit. On est en dehors des clous et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait des propositions de loi pour clarifier un certain nombre de choses. Et donc, du coup, forcément, la question de la rémunération, on ne peut pas comparer ça avec les autres administrateurs indépendants. Euh, alors, Mirabella a posé 5 questions en une, donc je vais tenter de les traiter. Salut Mirabella. Et juste avant, sur la chaîne de valeur, en fait, on ne coopère pas directement avec des fabricants. Par exemple, aujourd'hui, on a très peu de téléphones de fonction. Nous n'hébergeons pas les systèmes d'information qui sont conçus pour les clients, que l'on conseille par contre par ailleurs. Aujourd'hui, comme beaucoup d'autres acteurs, on s'interroge en partie aussi sur des questions de souveraineté de nos services, de leur hébergement, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en revanche, on a pu créer un ensemble, enfin un réseau de partenaires ou au moins d'entreprises et d'acteurs qui sont sensibles à notre démarche, avec lesquels on peut entrer en discussion assez rapidement. Et parfois aussi des acteurs que nous n'avions pas dans le radar qui viennent nous solliciter. Et donc ça, c'est très vrai notamment sur des acteurs qui essaient, eux, de proposer des solutions qui permettent d'avoir une meilleure maîtrise, par exemple sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'équipement tel qu'un PC ou un ordinateur portable, de sa conception jusqu'à son déploiement, jusqu'à sa maintenance, jusqu'à son recyclage. Et donc là, on a plusieurs acteurs avec lesquels on a ou on est en train de travailler, de discuter pour essayer d'améliorer les impacts. Euh, alors, j'essaie juste de répondre parce que la question de Mirabella, nous ne l'avons pas traitée et elle a été posée par ailleurs. Donc, merci de la remettre dans le radar, notamment sur voilà, quelles entreprises demain pourraient être compatibles avec cette démarche. Plusieurs niveaux de réponse. Un, il est évident que des entreprises, alors que tu qualifies de familiales, que je vais requalifier d'indépendantes, sont beaucoup plus susceptibles de mettre en place ce type de choses, parce qu'elles peuvent décider de le faire plus librement, et parce qu'une entreprise familiale a souvent un actionnariat moins dilué. Donc, s'il y a une ou deux personnes convaincues, en général, elles ont 3, 4 autres personnes à convaincre, et ça peut avancer. Bon, ça, c'est un premier point, et c'est ce qui fait que les entreprises de taille intermédiaire pour un certain nombre indépendantes, ont quand même une capacité de décider parfois en rupture qui est beaucoup plus forte que les autres. Néanmoins, vous l'avez sans doute vu passer parce que vous êtes sensible au sujet, il y a de plus en plus de travaux, d'études qui explicitent à quel point le monde économique est intimement lié à la santé des écosystèmes naturels, voire très dépendante.
l'étude de la Banque centrale européenne qui dit que 72% des entreprises européennes sont directement dépendantes de la nature dans leur modèle d'affaires, des travaux de l'Office français de la biodiversité, ou plus récemment, le premier rapport de l'IPBES, qui lui aussi est très explicite sur ces liens-là. Je pense que de plus en plus, et c'était vrai aussi finalement pour le développement durable, la RSE ou l'économie à visée régénérative, il est temps et il est l'heure pour que ces initiatives-là soient menées aussi parce qu'il y a un intérêt économique à faire. Et c'est ça qui fera bouger le monde économique plus largement. Alors, je n'ai pas encore aujourd'hui, par exemple, la capacité à vous expliciter le ROI financier de tout ce qu'on est en train de faire pour Norcis. Par contre, il est clair que ça nous offre certains avantages, différenciation, marque employeur, attractivité, etc., qui sont tangibles, pas forcément mesurés, mais qui sont tangibles. Et ça, pour moi, ça devient le meilleur argument parce que si en tant qu'individu et citoyen, la raison pour laquelle on entreprend ça, c'est parce qu'on se sent très sensible et qu'on a envie de défendre ses causes, l'administrateur, actionnaire et leader que j'essaie d'être pense qu'il faut absolument en parler en des termes plus pragmatiques parce que sinon ça restera une démarche de quelques pionniers et malheureusement ce sera trop insatisfaisant. Donc il faut qu'on soit en capacité de raconter que c'est aussi une démarche de pérennité et que demain, quand des acteurs du numérique se retrouveront face à des ruptures d'approvisionnement en eau, des ruptures énergétiques, etc., ce que nous aurons fait depuis 2 ans et dans les années qui viennent nous rendront plus euh, résilients, d'aucuns diront maintenant robustes, face à ces fluctuations pour continuer à opérer et que notre modèle d'affaires résiste bien mieux à ces fluctuations. Voilà, je vois plusieurs commentaires qui ont rebondi sur un propos que j'ai eu tout à l'heure sur le fait que l'administrateur ou les représentants de la nature ne travaillent pas forcément pour l'actionnaire. En fait, la question, c'est de quel actionnaire on parle. Si on parle d'un actionnaire qui est court-termiste et qui n'attend au fond que un ROI de dividendes année après année, effectivement, le contexte n'est pas le bon et l'administrateur nature, il n'est pas là pour aller dans ce sens-là, qui est une stratégie d'hypercroissance et d'hyperexploitation des ressources naturelles qui est délétère pour la planète. Par contre, si l'actionnaire est, comme c'est le cas chez Norcis, une fondation qui pense sur le temps long et qui pense dans l'intérêt général et notamment l'intérêt général environnemental, alors oui, là, si je suis ici, c'est bien parce que je porte les intérêts d'un actionnaire qui est un actionnaire nature. Et j'aimerais par ailleurs répondre à une question qui a été posée tout au début du webinaire, l'une des toutes premières d'ailleurs, qui était pour diriger avec la nature, faut-il lui donner des droits au préalable? Eh bien, c'est là tout l'intérêt de ce qu'on a fait. Vous savez qu'il y a un débat euh, sur les droits de la nature. On en parle beaucoup. Concrètement, c'est un sujet qui n'évolue pas en Europe, en tout cas, parce que l'Europe est coincée dans une certaine conception du droit qui date du 19e, pour ne pas dire du 18e siècle. Les droits de la nature évoluent sur d'autres continents, mais pas en Europe. Et donc, c'est tout l'intérêt de ce qu'on fait chez Norcis, c'est qu'à défaut de lui donner des droits constitutionnels à cette nature, eh bien, on lui donne un droit de parole, évidemment, mais aussi un droit de vote, et mieux que ça, un droit de veto. Et ça, l'entreprise, contre toute attente, est en fait un merveilleux laboratoire pour expérimenter une certaine forme de droit de la nature. C'est ce que je viens de vous dire. Alors, est-ce Bon, qu'on on a répond d'autres un peu au fil questions? de l'eau, donc ça Ouais, devient peut-être un peu décousu, un mais peu chaotique. puisqu'on ne fera pas ce genre de moment tous les mois, voilà, on a à cœur de répondre à un maximum d'éléments. Euh, je vois, bon, je vois aussi cette dernière question, est-ce qu'il faut être une perma-entreprise? C'est obligatoire. Je, je- Évidemment non, même si c'est une très bonne chose de l'être. Euh, je côtoie, au-delà de Norcis, beaucoup de responsables RSE, impact, des gens habités par l'envie de faire en sorte que leurs entreprises réduisent les impacts négatifs de leurs activités, voire créer des dynamiques positives sur les sujets où cela est possible, et ce n'est pas toujours le cas. Voilà, Confère, le numérique impose un lourd tribut, Confère Patagonien qui rappelle que tout ce que l'on fait n'est pas soutenable sauf à vivre tous tout nus, mais je ne suis pas sûr que ce soit un projet de société qui puisse fonctionner. Je dis cela parce que euh, cette démarche telle qu'on vous la présente là, euh, et sur son volet actionnaire, est évidemment aujourd'hui incompatible avec une très grande majorité d'entreprises telles qu'elles fonctionnent et avec les aspirations
de celles et ceux qui en détiennent à la fois la valeur, le pouvoir. Mais les autres éléments qu'on vous a présentés, notamment sur la nature partie prenante, voire sur la nature salariée, je pense, eux, peuvent plus rapidement prendre vie et sont sans doute, en quelque sorte, les meilleurs premiers pas, pour ne pas dire peut-être dans certains cas des bons chevaux de Troie, parce que vous pouvez demain, dans n'importe quelle organisation, travailler à l'idée qu'une personne puisse, dans une instance, commencer à représenter la nature. Il existe d'ores et déjà des fiches de mission qui sont accessibles en ligne pour présenter quel type voilà, de rôle peut jouer un ou une représentante de la nature, et ça dans un comité de mission, dans un conseil éthique, dans un comité stratégique, dans un comité de pilotage, etc. Vous pouvez commencer et essayer, faire un premier pas et voir ce que la génère pour qu'ensuite cela puisse progressivement remonter, un peu logique bottom-up, comme je crois l'écrivait tout à l'heure Mirabella dans sa question. Ouais. Une autre question, et pour tout doucement atterrir, puisque l'heure tourne, qui est autour de... Alors quelqu'un dit, mais au fond, la nature vote toujours contre les décisions business, sauf dans le contexte de projets régénératifs. Je vais être un peu provoque, mais j'ai envie de vous dire, même dans le cas de projets régénératifs, une certaine définition de la nature voterait contre. L'enjeu, c'est pas de partir de c'est pas de s'arrêter sur ce contre, c'est de dire cette gouvernance, à quoi elle sert? Cette gouvernance, elle sert pas à imposer le point de vue de la nature. Cette gouvernance, elle sert à créer une délibération, à créer une discussion. C'est bien le drame de nos sociétés, sociétés au sens civil du terme et au sens corporel du terme, depuis 2 siècles, c'est que nous sommes gouvernés dans nos parlements et dans nos conseils d'administration par l'unique intérêt des humains. Si nous changeons aujourd'hui avec Norcis et d'autres la gouvernance, c'est pour créer de la discussion. Et de cette discussion, qui est malmenée dans le débat public, mais qu'on essaye de soigner chez Norcis et ailleurs, de cette discussion peut naître de nouveaux rapports de force et surtout de nouveaux compromis entre les intérêts de la nature et les intérêts business et les intérêts, ne l'oublions pas, des humains. C'est vraiment ça tout l'enjeu, c'est pas d'imposer un point de vue ou un autre. Je vois deux autres questions qui étaient dans une autre section du Teams, et notamment sur l'intégration de salariés dans les boards, au-delà des amis de nature. Dans le modèle PERMA, entreprise, ce qui est prôné, c'est une diversité de représentation dans les instances de gouvernance, qu'elles soient souveraines comme un conseil d'administration, qu'elles soient exécutives comme un comité de direction, ou qu'elles soient de contrôle comme pourrait l'être un comité de mission, voire un CSE. Et en fait, il se trouve que de fait, dans le fonctionnement de Norcis désormais, dans chaque instance de gouvernance du groupe, quelle que soit sa nature, il y ait une représentation de la nature, il y ait une représentation de la nouvelle génération, il y ait une représentation des salariés par un membre du CSE. Nous avons un conseil d'administration la semaine prochaine, il y aura 2 membres du CSE qui participeront à cette réunion. Donc voilà, Nicolas, il est évident que au-delà de la nature, l'enjeu plus global qui doit nous occuper, nous préoccuper, c'est un plus fort partage du pouvoir et de la valeur. C'est à cette condition que le monde économique dans son ensemble commencera à vraiment rééquilibrer sa finalité économique avec les enjeux de société. C'est ce que nous essayons vraiment de mettre en place de façon aussi aboutie que possible chez Norcis, avec notre histoire et nos propres limites, et il y en a certaines. C'est ce qui fait par exemple que, et ça me fera le rebond avec la dernière question que j'ai sous les yeux, c'est que à ce jour, nous n'avons pas forcément été en mesure de tout mesurer, de tout quantifier et donc de fixer des objectifs de réduction sur tous les types de pression, par exemple, que l'on exerce sur les ressources naturelles. Par exemple, parce qu'en tant que prestataire de services numériques, nous avons plein de projets sur lesquels notre métier n'est pas de réaliser l'intégralité d'un projet. Notre métier, c'est de proposer à des clients des profils compétents et cohérents avec leurs besoins qu'ils vont utiliser souvent sur du temps long en fonction de leur propre modalité managériale de pilotage de projet. Donc, nous n'avons absolument pas la main sur le projet ni sur les données, etc. Et donc, on ne sait pas mesurer. Voilà, nous avons nos propres limites et nous travaillons à les lever progressivement. Mais honnêtement, pour avoir fait de la stratégie RSE, de la transfo durable par le passé dans des cabinets de conseil, pour essayer chez Norcis depuis 7-8 ans de mettre en place un projet d'entreprise qui fasse bouger la culture d'entreprise et qui innove pour qu'on soit réellement en train de transformer une boîte trentenaire qui n'est pas née d'une idée de durabilité, pour côtoyer plein d'entreprises hyper pionnières, comme je peux en voir beaucoup chez les Bicorp, puisque j'ai la joie de co-présider le mouvement Bicorp en France,
ou au sein d'Impact France, où il y a des gens formidables qui innovent aussi à leur niveau. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, notre modèle de développement de l'entreprise qu'est la PERMA et notre modèle de gouvernance qui vise à plus partager le pouvoir et la valeur avec des représentations multiples, c'est le bon chemin. Et on va poursuivre sur ce chemin-là et on restituera davantage nos avancées dans quelques mois. Peut-être dans un an, on se retrouvera et on vous racontera ce qui marche ou ce qui marche moins bien. Euh, Aujourd'hui, en tout cas, le dispositif tel qu'on l'a imaginé va peu évoluer parce qu'il fonctionne bien avec ces 3 briques. Les jeux de pouvoir interne se font dans une logique de co-construction et de consensus plutôt que de défiance. Donc voilà, j'espère qu'on continuera sur le bon chemin de cette façon-là. Je vais avoir un petit mot de conclusion en vous disant 2 choses. Tout d'abord, en vous disant que je mets mon mail, parce qu'on n'aura pas pu répondre à toutes les questions, donc je mets mon mail dans le chat si vous voulez poser des questions complémentaires. Et un deuxième point, c'est de répondre à Candy qui nous dit est-ce que la racine du problème, c'est pas de séparer homme et nature? Eh bien, c'est une bonne question et c'est une question que nous avons traitée il y a maintenant 1 an et demi chez Norcis en nous posant la question qu'est-ce que la nature? Et effectivement, il existe plusieurs définitions de la nature. Je l'ai dit en introduction. Philippe Descola est notre anthropologue favori et une star internationale sur cette question. Nous nous appuyons sur les travaux de Philippe Descola. Et donc, nous, notre définition chez Norcis, c'est 9 limites planétaires. Nous intégrons l'humain, mais les 9 limites planétaires portent une attention particulière aux humains des générations futures, pas aux humains d'aujourd'hui. Parce que, je le répète, c'est bien parce que depuis 2 siècles, nous ne nous sommes intéressés qu'aux intérêts court-termistes des humains dans la gouvernance que nous en sommes arrivés à une crise écologique. C'est pas moi qui le dis, c'est les anthropologues, les sociologues, les scientifiques et j'en passe. Voilà pour les 2 mots de conclusion et n'hésitez pas, je ne sais pas si toi tu partages ton mail, mais en tout cas, n'hésitez pas à me contacter directement par email pour d'autres questions. Voilà. Un petit bye bye Thomas ou... J'essaie de répondre à une dernière question. Ah, tu essayes de répondre quand même à On toutes fait les au questions. maximum, on donne tout pour répondre aux questions. Vous êtes encore 86, ça fait pile 1 heure. On vous remercie vivement. Je ne sais pas si vous nous avez bien vus parce que j'ai pas pris le temps de faire cette petite chose qui aurait peut-être permis qu'on soit plus directement visible pour tout le monde, mais en même temps, Nous sommes là. oui, et puis pas d'arrogance, surtout pas. Beaucoup d'envie, de conviction et en même temps de l'humilité face à l'ampleur de la tâche à laquelle on se frotte. Le numérique, par définition, dégrade plus de vivants qu'il n'en régénère aujourd'hui, donc ça nous oblige et on essaie de faire notre part. Voilà, on vous enverra le replay, on le rendra public. Quelques slides aussi. Merci beaucoup d'avoir été présente toutes vos questions. Je pense qu'on aura adressé vraiment pas mal de Ouais, choses 80%. dans cette session. Soyez-en relais prescripteurs, prescriptrices. On continuera d'essayer d'alimenter celles et ceux qui ont envie de servir cette cause avec nous.